Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pollution. Je me suis concentré sur les pollutions de l'air et les pollutions aux pesticides, car c'est ce qui me semblait impacter le plus grand nombre de personnes. Concernant la pollution de l'air, on va s'intéresser à deux éléments qui semblent être les plus ravageurs, le NO2 ou dioxyde d'azote et les particules fines. Le NO2 provient des combustions à haute température de combustibles fossiles comme du charbon, du fioul ou de l'essence. C'est un gaz qui contribue aux pluies acides, qui elles-mêmes impactent les végétaux et la vie dans le sol. Tout un tas d'insectes, et notamment les vers de terre, animaux indispensables à la bonne santé des sols. Et enfin, c'est un gaz irritant pour les bronches, il peut provoquer de l'asthme ou des infections pulmonaires plus graves. Les particules fines, qu'on appelle PM2,5 car elles sont d'une taille inférieure à 2,5 micromètres, proviennent des combustions industrielles ou domestiques, du transport routier au diesel, mais aussi de sources naturelles, comme l'activité volcanique ou l'érosion des sols et roches. Leurs grandes sœurs, les PM10, sont plus grosses et lors de la respiration s'arrêtent dans le nez ou dans les voies respiratoires supérieures. Mais les PM2,5 parviennent à pénétrer plus profondément jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Elles sont donc dangereuses et peuvent altérer les fonctions respiratoires et cardiovasculaires et entraîner de sérieuses complications chez les personnes sensibles, et dans certains cas extrêmes, la mort. Alors je précise que le NO2 est le principal agent responsable de la formation des aérosols de nitrate, élément qui représente une part importante des PM2,5. Les deux sont donc étroitement liés. Concernant le NO2, on voit sur cette carte une analyse spatiale des émissions durant l'année 2012. Donc ici, plus la couleur est foncée, plus la quantité émise durant l'année, et quelle que soit la source d'émission, est importante. Alors, il y a clairement des zones qui se dégagent, et sans surprise, les zones urbaines. Donc les régions parisiennes et de la côte méditerranéenne, très nettement, mais également les métropoles lyonnaises, toulousaines, strasbourgeoises, lilloises, bordelaises, et également la côte nord-ouest de Concarneau en Bretagne à Nantes. On remarque également que les communes directement à proximité des grands axes routiers, et notamment les autoroutes, sont parmi les plus touchées. Ici, l'A6, l'A7, l'A71 et l'A20, ou encore l'A1 entre Lille et Paris. Et si on prend maintenant la même carte, mais concernant les particules fines, donc les PM2,5, eh bien on obtient plus ou moins la même chose. C'est normal, ce sont deux éléments très liés comme dit auparavant, et obtenus principalement après combustion d'énergie fossile. Donc les zones très urbaines ou à proximité des grands axes routiers sont encore une fois les plus touchées. Maintenant, jetons un œil au nombre d'hospitalisations pour 100 000 habitants et par département liés à des cancers des poumons, des bronches ou de la trachée, dont les NO2 ou PM2,5 peuvent être une des causes. Alors on voit qu'il est finalement difficile de faire un lien entre les deux uniquement en superposant ces deux cartes. Et l'explication pourrait bien se trouver du côté d'un autre facteur causant ce type de cancer, le tabagisme, qui reste le premier facteur de développement du cancer des poumons par exemple. Le tabac tue entre 70 et 75 000 personnes en France par an, contre 50 000 pour la pollution de l'air. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corrélation entre ce type de maladie et la pollution de l'air, mais je trouvais ça intéressant de la mettre en rapport avec le tabagisme. Ça permet de relativiser un peu le sujet et de se rendre compte qu'il y a plusieurs combats à mener en même temps en termes de santé publique. Mais malgré tout, d'un point de vue plus global, la pollution de l'air est le 5e facteur de risque pour la santé mondiale. Et selon l'OMS, provoque la mort prématurée de 7 millions de personnes chaque année, notamment à cause des particules fines. 90% des décès ont lieu dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la pollution à l'intérieur des habitations, notamment due à l'utilisation de combustibles non propres pour faire cuire la nourriture, comme du feu de bois, sont les principaux responsables dans les pays pauvres. L'OMS reconnaît que la pollution de l'air est un facteur de risque critique pour certaines maladies, causant, selon les estimations, environ 24% des décès d'adultes imputables à des maladies du cœur, 25% des décès imputables aux accidents vasculaires cérébraux, 43% à la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une maladie pulmonaire, et 29% des décès imputables au cancer du poumon. Donc vous voyez qu'on est dans des proportions assez importantes. Et pour tenter de lutter contre ça, l'OMS, toujours, a mis en place une base de données récoltant les analyses de concentration de particules fines de plusieurs milliers de villes à travers le monde. Et on voit que ce sont largement des villes issues de pays pauvres ou en développement. En top 3 du classement, au moment des prélèvements, on retrouve une ville iranienne et 2 villes indiennes, avec respectivement 217, 176 et 170 microgrammes par mètre cube. À titre de comparaison, le plus mauvais score en France était de 22 microgrammes par mètre cube dans la ville de Pantin. Et les recommandations de l'OMS sont de ne pas monter au-dessus d'une moyenne annuelle de 10 microgrammes par mètre cube. Et sur la carte, vous voyez un classement des pays les plus mal lotis. Alors attention, parce que l'analyse n'est effectuée que sur certaines villes, donc ça biaise un peu les résultats au niveau national bien sûr.
Mais ça donne néanmoins une idée de la répartition des pays ayant les zones urbaines dont l'air est le plus pollué. Sur 104 pays représentés, seuls 13 se situent en dessous des recommandations de l'OMS. Voilà pour la pollution de l'air, on va pouvoir passer aux pesticides. Alors je vous mets quand même en description un lien vers le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous y trouverez une carte interactive permettant de voir quelles sont les zones les plus polluées. Vous pouvez filtrer par type de polluant, c'est assez intéressant. Et c'est de ces données dont je me suis servi pour faire les cartes d'émissions. Alors maintenant, les pesticides. Alors déjà, qu'est-ce qu'un pesticide? C'est une substance utilisée pour prévenir, contrôler ou éliminer des organismes considérés comme nuisibles pour une culture. Donc ça peut être des insectes, des mauvaises herbes, des champignons ou autres. Et il y a plusieurs catégories de pesticides, et ceux qui sont utilisés dans le domaine agricole sont appelés phytosanitaires. Et c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Voici sur cette carte les départements français où le plus de pesticides ont été vendus en 2015. 3 zones sortent particulièrement du lot, la région bordelaise, riche en viticulture, et les régions nord et les départements de la Marne et de l'Aube, grandes terres agricoles également. Et vous voyez apparaître maintenant un certain nombre de points qui représentent des stations de mesure de l'eau. Leur couleur varie en fonction du taux de présence de pesticides dans les nappes phréatiques analysées. Plus la station est foncée, plus la présence de pesticides dans l'eau était importante. Je n'ai pas fait apparaître les stations avec des scores peu importants. Donc on voit assez logiquement une certaine corrélation entre les deux types de données. Donc les zones de forte vente de pesticides et les zones de forte présence de pesticides dans l'eau. Le problème, c'est qu'une forte exposition continue aux pesticides pourrait avoir de graves conséquences sur la santé. Ça peut avoir un impact sur la fertilité masculine, causer des cancers, ou encore atteindre gravement les fœtus ou les enfants en bas âge. Alors je ne peux pas être très précis sur les conséquences sanitaires, car le sujet reste assez sensible et fait l'objet d'une bataille entre pro- et anti-pesticides, qui se battent à coups d'études scientifiques plus ou moins valables, car commandées par les lobbies d'un côté comme de l'autre. Et je n'ai évidemment pas fait une revue de toute la littérature scientifique sur le sujet, et je n'aurai de toute façon pas les compétences pour déterminer si une étude est plus valable qu'une autre. En revanche, on peut constater certains cas de conséquences sur la santé des pesticides. En Argentine par exemple, qui est un grand producteur de céréales, de soja et autres, et qui utilise énormément de pesticides sur des exploitations absolument gigantesques. Donc dans certains cas, les exploitations agricoles utilisent des avions d'épandage pour répandre ces substances sur toute leur terre. Et lorsque ces exploitations se trouvent à proximité des habitations, eh bien ça peut poser quelques problèmes, notamment lorsque vous avez un vent qui rabat les pesticides sur les villages. Et ce cas est finalement assez courant et des conséquences sanitaires sont observées. Par exemple des cancers ou plus souvent des bébés qui naissent avec des malformations. Et en France, les traces de pesticides vont se retrouver à proximité des exploitations agricoles, bien sûr, mais à plus large échelle, on va en retrouver dans tout ce qui est alimentaire, dans les céréales, les fruits, les légumes, les viandes, puisque les animaux d'élevage mangent des produits qui ont poussé avec des pesticides, et dans l'eau. Et au final, à chaque fois que des tests de présence de pesticides dans l'urine sont réalisés, ils se révèlent positifs, et souvent à des taux supérieurs aux taux autorisés par exemple dans l'eau. Et dans la catégorie pesticides, le plus connu est probablement le glyphosate. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une substance qu'on retrouve dans le produit Roundup Pro 360 de la société Monsanto, et qui a été interdit à la commercialisation en janvier dernier. Mais il faut savoir que ce produit a été interdit pour respecter un principe de précaution, car il est considéré comme étant une substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé. Donc c'est cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les batailles à coups de rapports scientifiques successifs. De manière officielle, on ne sait pas encore vraiment si ce genre de pesticide a un impact significatif sur la santé humaine. Et pour répondre aux craintes suscitées par l'utilisation de pesticides, des mesures sont mises en place, et notamment le plan Ecophyto. Alors le plan Ecophyto, c'est une mesure issue du Grenelle de l'environnement de 2007, dont l'objectif était de réduire de moitié l'utilisation de pesticides en 2018. Alors malheureusement, l'objectif n'ayant pas été atteint, il a été repoussé à 2025. Et dans ce plan Ecophyto ont été mis en place ce qu'on appelle les réseaux défis. Il y en a deux, le réseau Ferme et le réseau XP. Le réseau Ferme regroupe plus de 3000 agriculteurs engagés volontairement dans la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Et le plan Ecophyto compte là-dessus pour son objectif de réduction de moitié pour 2025. Sur la carte, vous voyez les communes comportant des exploitations du réseau. Et le réseau XP est un dispositif expérimental. Il vise à concevoir, tester et évaluer des systèmes de culture très économes en pesticides. Voici également les communes sur lesquelles on retrouve des exploitations XP. Donc on essaie progressivement de se diriger vers une agriculture plus propre, utilisant de moins en moins de pesticides. Et c'est le cas de l'agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture limitant l'utilisation de tout intrant chimique, dont les produits phytosanitaires. Voici la part des surfaces agricoles dédiées à des exploitations bio par région en 2017. On voit que le sud est plus représenté, on est à 23% en région PACA, 13% en Occitanie et 11% en Corse.
alors qu'on n'est qu'à 2% dans les Hauts-de-France ou 3% en Île-de-France ou dans le centre Val-de-Loire. Ensuite, au niveau européen, on a quelques pays qui sortent du lot. La Suède, la Lettonie et l'Estonie, la République tchèque, la Hongrie et l'Italie. Mais globalement, on est encore sur des taux assez bas. Alors la bonne nouvelle, c'est que les surfaces bio sont en augmentation constante depuis plus d'une quinzaine d'années, et ont même doublé entre 2005 et 2015 dans un certain nombre de pays européens. Restons donc positifs, on va vers de l'amélioration. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'aider en mettant un pouce bleu, en la partageant, en la commentant, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifs, ça vous permet de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, il y a la plateforme Tipeee, vous trouverez le lien dans la description. Voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!